Rebonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours en direct avec vous pour les rencontres du développement durable à Renan et cette soirée sur la mobilité et la nature en ville. Nous entamons donc maintenant la deuxième partie de la soirée et le thème donc retenu est la nature en ville, un thème très vaste qui pourrait nous occuper une soirée entière. Et pour entrer dans ce sujet, nous avons fait appel à deux expertes du domaine, Séverine Évéco de l'OFEV et Élodie Cachelin du canton de Vaud. Elles vont nous présenter les pistes pour justement favoriser la nature en ville à l'échelle de la maison, du quartier, de la ville, de l'agglomération. Donc, Séverine Évéco, je vous la présente brièvement. Elle est ingénieure en gestion de la nature HES. Elle a travaillé pour la ville de Lausanne en tant que responsable patrimoine arboré et police des constructions. Elle a ensuite élaboré le programme Nature en ville du canton de Genève au sein de l'Office cantonal de la nature et de l'agriculture. Et aujourd'hui, elle est collaboratrice scientifique à l'Office fédéral de l'environnement, où elle est chargée de développer la biodiversité et la qualité paysagère dans les agglomérations. En parallèle, Séverine Évéco a été conseillère communale à Lausanne et elle est députée au Grand Conseil vaudois depuis 2017. Et elle cédera la parole à Élodie Cachelin, qui est titulaire d'un master en sciences humaines et sociales de l'environnement en faculté des géosciences et sciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Élodie Cachelin a effectué un stage à l'Agenda 21 de Yverdon-les-Bains pour développer un programme de subvention en faveur de la biodiversité dans les espaces privés. Et depuis septembre de cette année, elle est responsable de promouvoir la nature dans l'espace bâti au canton de Vaud, au département général de l'environnement DGE. Donc voici les présentations de la nature en ville à l'échelle de la Confédération et du canton de Vaud. Madame Évéco, c'est à vous. Merci à la ville de Renan de nous inviter, de nous permettre de vous présenter tous les enjeux liés à la nature en ville ce soir. Donc, je vais de ce pas commencer par vous montrer quelques images de nature en ville, de paysages du quotidien. Alors, oui, ces paysages du quotidien, ce sont des paysages que l'on vit chaque jour pour aller à son travail, pour se détendre, pour peut-être aller faire un peu de sport, pour se déplacer lorsqu'on prend le vélo ou lorsqu'on se déplace à pied. Et on se retrouve en fait dans ces espaces de proximité, les espaces qu'on connaît bien. La crise du coronavirus nous a permis de se réapproprier quelque peu ces espaces, de mieux les connaître, de les découvrir aussi. Et donc, c'est là qu'on se délasse. C'est là aussi qu'on laisse sa pensée peut-être se détendre, créer des projets, envisager voilà, son futur, se remettre en question. C'est là qu'on se prélasse, on se délasse et c'est essentiel. Donc, c'est là aussi que nos enfants, par exemple, vont faire leur première connaissance avec la nature qui les entoure. Et donc, il est essentiel que cette nature ait de la qualité. Alors, en Suisse, nous serons en 2040 85% à vivre dans ces agglomérations et dans ces villes. Et donc, il est essentiel qu'on y apporte de la qualité. Et donc, comment faut-il aménager ces espaces ouverts, ces espaces verts? Eh bien, c'est ce que nous allons vous présenter avec Élodie Cachelin. Ce soir, nous allons associer nos voix à l'occasion de cette rencontre. Et puis, c'est essentiel qu'on parle aussi au niveau fédéral et cantonal, parce que en fait, c'est bien là que se décide aussi quels sont les financements, quels sont les instruments. C'est là aussi que sont reconnus les éléments essentiels pour les politiques publiques de la nature et du paysage, mais aussi du climat, on le verra tout à l'heure. Et donc, c'est là qu'on reconnaît les actions que vous,
au niveau communal, vous, au niveau des habitants, vous allez mettre en œuvre ce que vous allez changer dans votre territoire. Eh bien, toutes ces mesures, en fait, mises l'une à l'autre, sont reconnues par le canton et la confédération. Et ça, c'est important de le dire. Nous avons aussi une série de nouveaux outils que nous allons vous présenter ce soir et donc c'est avec plaisir que je change maintenant de slide pour vous montrer en fait quelle importance aussi ont ces zones urbaines en Suisse. Eh bien, vous voyez que les agglomérations, ça couvre 32% du territoire. Alors, c'est pas rien, 32% du territoire. Vous distinguez les couleurs foncées, ce sont les noyaux urbains. Ces noyaux urbains qui couvrent 16% du territoire. Et puis, les couronnes urbaines, ce sont les zones qui sont à la fois urbaines, mais qui sont aussi occupées par la zone agricole, par des zones de forêt, par des milieux naturels, mais qui sont sous forte pression de nos utilisations d'urbain. On s'y déplace, on s'y prélasse, on va faire nos activités sportives. Et donc, voilà, ce sont des zones sous pression. Ah, peut-être juste noter que j'ai noté le PALM. Évidemment que Renan est dans une zone d'agglomération. Le PALM, le projet d'agglomération Lausanne-Morges, est un des 49 projets d'agglomération. Et évidemment que ce niveau-là de travail permet d'optimiser les transports, l'urbanisation, cette densification vers l'intérieur qui est maintenant inscrite dans la loi de l'aménagement du territoire et qui doit être aussi une promesse de garder notre territoire ouvert, notre campagne et notre nature, préserver des constructions. Et donc, pour ce faire, on doit densifier la ville. Mais alors, c'est évidemment un vrai enjeu pour la nature et le paysage, puisque eh bien, plus on veut densifier la ville, plus on met sous pression les espaces que nous avons en fait à disposition. Donc, c'est l'enjeu, c'est à la fois d'augmenter notre habitat, puisque vous voyez, notre population est en croissance. En 2045, nous serons 10,2 millions d'habitants en Suisse. Et aujourd'hui, en 2015, nous étions 8,3 millions. Alors, on voit que notre population augmente. Nous avons une intense activité de construction et c'est là qu'on doit trouver les bonnes mesures pour intégrer la nature et le paysage dans nos projets. Évidemment, il y a la notion des changements climatiques qui est également présente. Ces changements climatiques eh bien, n'étaient pas forcément une grande question jusqu'en 2018, mais l'été 2018 nous a vraiment fait prendre conscience que ça nous impactait et que ça nous impactait pas seulement favorablement grâce à un été un peu plus chaud, hein, comme en bord de mer, sympa, il fait chaud le soir, c'est bonheur. En fait, il y a aussi des impacts sur la santé des personnes, sur notre qualité de vie. Et évidemment, c'est des éléments qu'on peut adapter grâce à des mesures nature en ville. Augmentation des pollutions atmosphériques. Je pense que les mesures qui ont été présentées en préambule ce soir, enfin en début de soirée sur la mobilité, sont évidemment des mesures qui permettent d'atténuer ces pollutions atmosphériques. Hein. On ne le dit pas assez, mais la voiture nous empoisonne aussi l'air et les poumons. Et puis beaucoup de personnes décèdent chaque année en Suisse. 3000 personnes décèdent prématurément liées à la médiocre qualité de l'air. Donc, notons-le quand même. Et puis, le bruit, les zones de tranquillité sont des éléments de plus en plus essentiels. Donc, là aussi, planifier les espaces de tranquillité est un enjeu. Enfin, il faut mettre la priorité sur la biodiversité et le paysage du quotidien, ce qu'on vit au quotidien. Et pour ce faire, il faut augmenter la mise en œuvre. Et je pense que la démarche de ce soir va y permettre, va permettre d'y arriver. Ça va permettre aussi plus de coordination, plus de projets. Les services rendus par la nature, que ce soit l'ombre des arbres, que ce soit l'air qui est épuré, que ce soit simplement le cadre, hein, le paysage qui nous rend simplement heureux parce qu'on voit quelque chose de beau en face de nous, eh bien, sont des éléments, des fonctions essentielles. Et puis pour la faune et la flore, évidemment, 45% de la flore suisse, des espèces de la flore suisse se retrouvent, par exemple, en ville de Lausanne. C'est les chiffres qu'on a par rapport
à des références que vous voyez, Offerwüst-Bornand 2006. Et puis un tiers des oiseaux nicheurs de Suisse se trouvent également en ville. Écouter le merle, écouter le rouge-gorge au printemps sont évidemment des facteurs de bien-être pour toutes et tous. Enfin, les dimensions sociologiques, le fait de pouvoir se rencontrer dans un parc, le fait de pouvoir s'aérer l'esprit, voilà, sont des éléments que la nature en ville peut apporter. Donc, très brièvement maintenant, au niveau fédéral, eh bien, on a plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre. Vous voyez que, évidemment, comme chapeau, je vais citer les objectifs du développement durable. Il y en a plusieurs qui sont voilà, identifiés auxquels on peut rattacher la nature en ville. Et puis, vous avez le plan d'action biodiversité suisse, vous avez la conception paysage suisse, vous avez des mesures d'adaptation au changement climatique, un programme climat, un programme adaptation au changement climatique. Donc, vous avez de multiples outils qui vous donnent un cadre de référence et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement dire qu'au niveau de l'OFEV, aujourd'hui, on travaille sur un projet du plan d'action de biodiversité suisse qui vise à développer la biodiversité et les qualités paysagères dans les agglomérations. On veut renforcer les outils existants, on veut apporter des flux financiers, on veut augmenter les coordinations au niveau régional, au niveau des agglomérations et pour ce faire, on est en train de développer un projet jusqu'en 2022 qui permettra d'affiner en fait les appuis fédéraux pour les cantons, pour les agglomérations et pour les communes. Voilà, donc je vais pas tarder à donner la parole à Élodie Cachelin, qui va nous parler des actions du canton maintenant, puisque c'est l'échelon le plus proche de la commune. Après l'agglomération, c'est le canton qui est le répondant des communes. Et donc, c'est aussi important que comme le veut notre fédéralisme, que les échelons institutionnels soient respectés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à partir du haut et redescendre gentiment vers la commune. Et donc, Élodie, à toi la parole. Bonsoir à tous. Je remercie vraiment pour cette initiative que je trouve personnellement très, très intéressante de pouvoir échanger avec des citoyens rhénanais. Sans plus tarder, je vais enchaîner. Avec déjà le cadre cantonal, donc il faut savoir qu'il y a un plan d'action biodiversité cantonale existe, il a été validé, il est entré en vigueur depuis 2019 et la portée de ces actions vise 2030. C'est un plan d'action biodiversité qui met en avant notamment les questions de biodiversité dans l'espace bâti à travers un axe d'action dont le but est d'étendre les mesures en faveur de la biodiversité à tout le territoire et aussi exploiter le potentiel de l'espace construit parce que, comme on l'a vu précédemment, c'est non négligeable à l'échelle du territoire suisse. Et puis, une mesure spécifique dont j'aimerais parler, c'est une mesure qui est dédiée aux communes principalement et qui vise à conserver et développer la biodiversité dans l'espace bâti. Cette mesure, elle propose plusieurs outils et soutiens principalement aux communes, mais aussi aux citoyens ou aux associations. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, principalement, déjà de l'information. Depuis 2012, le canton met à disposition une boîte à outils pour les communes qui se retrouve sur le site internet du canton. C'est une boîte à outils qui regroupe à la fois des fiches pratiques sur des aménagements, mais aussi des articles ou des articles types pour faire des règlements. Et puis aussi, l'idée pour le futur, c'est de mettre en avant des bons exemples. Donc, pourquoi pas dans le futur un bon exemple rhénanais. Au niveau des formations, on propose des formations gratuites pour les personnels communaux, aussi les municipaux qui sont intéressés. Deux formations sont actuellement en vigueur. Donc, l'une qui concerne l'arborisation, qui est un enjeu très important dans la nature en ville. Donc, quels outils pour protéger le patrimoine arboré et puis aussi des connaissances sur des arbres qu'on appelle des arbres remarquables qui ont des qualités paysagères et de biodiversité très importantes et qu'il s'agit de conserver pour nos générations mais aussi les générations futures. Et puis, une deuxième formation où là, il s'agit d'identifier et de gérer les plantes exotiques envahissantes et aussi de promouvoir des zones de biodiversité dans les espaces verts et les talus et les bords de route de la commune.
dès 2021, on y travaille, des subventions seront proposées pour les communes. Ce seront des subventions qui seront à inclure aussi avec les démarches du plan climat cantonal, donc pour permettre à la réduction des îlots de chaleur notamment, et liées à l'arborisation. Et puis, au niveau des projets d'agglomération, on en a parlé aussi avant. Donc, il y a des soutiens qui existent de la part de la Confédération et du canton pour 2 projets d'agglomération à partir de 2020, donc le projet d'Agglo Y et puis le projet ALM, dont on en fait partie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce seront des soutiens qui seront dévoués à des mesures spécifiques pour promouvoir la biodiversité et puis le paysage dans les projets d'agglomération. Et puis, je voulais juste terminer ce point de soutien possible. On propose aussi des soutiens pour des actions citoyennes. On s'est mis en collaboration avec l'AVPN, qui est l'Alliance vaudoise pour la nature, pour lancer un appel à projets. On va sélectionner 10 projets qualitatifs qui portent un haut intérêt pour la nature en ville, la biodiversité dans l'espace bâti, qui est porté par des citoyens exclusivement, donc que ce soit des collectifs, des associations. Donc l'appel à projet reste ouvert jusqu'au 31 janvier 2021, donc je vous encourage, si vous avez un projet collaboratif, à participer. Au niveau national, il y a aussi le prix Binding qui vise plutôt à récompenser des actions phares qui ont émergé les 10 dernières années, et cette année-là, la thématique porte sur la biodiversité en majorité sur l'espace bâti, donc c'est aussi une bonne nouvelle de voir que des prix mettent en avant aussi ces enjeux-là. Je passe ensuite à... je vais présenter différents exemples assez rapidement de ce qu'on peut imaginer qui correspondent à une nature en ville qu'on peut développer à différents niveaux. Donc, premièrement, à l'échelle individuelle, si on a la chance d'avoir un jardin, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la biodiversité, pour donner un peu plus de place à la nature dans son jardin. Donc là, je fais référence à la charte des jardins. Je ne sais pas si c'est un outil qui est connu. C'est une charte qui est dédiée à des citoyens. Ça peut aussi être promu et imaginé à l'échelle d'une commune ou d'un quartier, qui regroupe 10 bonnes actions à faire sur son territoire. Donc, il y a à la fois de l'entretien ou du non-entretien. Parfois, moins on fait, mieux c'est. Garder des zones non tondues, pas faire trop de ménage avant l'hiver. Et puis aussi sur le choix des espèces, ça c'est très important, privilégier des espèces indigènes qui ont beaucoup plus d'impact sur la biodiversité et éviter certaines espèces exotiques qu'on peut encore trouver dans le commerce mais qui se trouvent quand même sur la liste noire, comme la laurel par exemple. Aussi par rapport aux lumières, on parle de plus en plus de cette problématique, mais éviter des éclairages dans les jardins ou alors des éclairages qui sont portés sur le sol et qui ne sont pas ouverts sur le ciel. Ça, c'est aussi une thématique qu'on peut retrouver à l'échelle communale. Ensuite, si on dézoome un petit peu, à l'échelle d'un bâtiment ou des aménagements extérieurs qu'on peut voir, évidemment, il y a... Donc, l'image du haut en milieu, elle représente une toiture végétalisée. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Bâle était la ville pionnière à mettre ça en avant à l'échelle de la Suisse. Et puis, Lausanne a aussi beaucoup développé là-dessus avec des subventions. Donc, pourquoi pas des subventions pour la végétalisation de toiture à l'échelle de Renan. Donc, c'est... Les toitures végétalisées permettent à la fois de donner un nouvel espace à des espèces qui sont très disons, riches. Et puis, en même temps, ça donne aussi des avantages au niveau du climat. Donc, par rapport aux problématiques liées aux îlots de chaleur urbains, c'est une mesure qui est aussi très intéressante. Il y a tout ce qui est l'aménagement, on en a déjà parlé dans la slide précédente, mais l'aménagement d'étangs, de haies, aussi de préserver des fruitiers, choisir des variétés anciennes, et puis tout ce qui est lié à la faune du bâti aussi. Il y a des espèces qui sont sur liste rouge qui se plaisent beaucoup disons qui ont pour habitude de nicher dans les bâtiments et puis qui ont de la peine à trouver toujours des bâtiments avec des fissures ou
des espaces qui restent adéquats. Donc, promouvoir en termes d'oiseaux, voilà, les hirondelles de fenêtre et puis les martinets noirs et puis aussi les chauves-souris. Donc on peut imaginer poser des nichoirs ou faire attention lors de travaux. Et puis à l'échelle du bâtiment, voilà, il y a aussi tout ce qu'on peut faire dans les écoles. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça a aussi une vertu pédagogique et aussi d'amener à des liens à la nature que les enfants peuvent peut-être pas avoir chez eux. Donc voilà, l'image de 3 représente voilà, des aménagements dans une école. Il y a aussi des certifications qui existent, nature et économie, pour des sites soit d'entreprise, soit d'école, par exemple. Et voilà, je dézoome à l'échelle du quartier. Donc ça, c'est vrai que c'est une échelle qui demande des interactions de beaucoup d'acteurs différents. C'est une échelle que moi je trouve intéressante parce que ça donne à réfléchir sur la conception de l'espace et de pouvoir imaginer des espaces qui soient collectifs, pas soit chez soi, juste son propre jardin, mais imaginer des jardins partagés, des aires, aussi des aires de détente qui soient collectifs. Si on additionne les aires d'espace de verdure disponibles, ben en fait, chacun peut profiter d'un plus grand espace. Donc ça, c'est un exemple que je peux imager avec l'image de droite en haut qui correspond à un parc qui s'appelle Erlenmatt Park, où là, voilà, il y a 5,7 hectares d'espaces verts qui sont au centre. Donc à la base, c'était une friche ferroviaire. Et ce parc central de différents quartiers, il est séquencé en plusieurs fonctions. Donc il y a à la fois des pelouses, des aires de jeu, mais aussi des surfaces de protection de la biodiversité. C'est aussi une notion importante. La nature en ville, ça veut aussi dire qu'il faut pouvoir laisser des zones protégées. Et puis, un autre exemple qui est une revitalisation, une renaturalisation d'un cours d'eau, ici, tout en bas à gauche, l'île de la Suze à Bienne, donc qui sépare 2 quartiers, où là, il y a aussi des espaces de délassement, mais aussi des zones plus protégées et puis des plantations. Donc ça, c'est un élément très intéressant. Et puis, j'écourte un petit peu. On en arrive à l'échelle communale ou régionale. Donc, c'est une échelle qui est très importante dans le maillon de tout ce qu'on a pu présenter, parce que c'est la commune qui est à même de mettre en place, en fait, de traduire les mesures ou les actions qui sont proposées et soutenues, à l'échelle cantonale et fédérale. Par exemple, au niveau des projets d'agglomération aussi, l'idée, c'est les communes sont amenées à pouvoir mettre en œuvre des mesures spécifiques et les traduire sur les problématiques de leur propre territoire. Aussi au niveau du développement des nouveaux quartiers. Donc on parlait d'imaginaire avant, c'est de pouvoir imaginer des quartiers que les citoyens puissent eux-mêmes co-construire. On peut imaginer de la mobilité douce, et c'est aussi un enjeu très important. Mobilité douce veut aussi dire pouvoir aménager des zones de nature. Et puis, en ce qui concerne tout ce qui est gestion du territoire communal, donc j'ai pu voir carrément, il y a déjà énormément de choses qui sont faites au niveau de la gestion des espaces verts, des parcs, des zones de délassement, au niveau de la gestion du patrimoine arborique, il y a un enjeu majeur aussi par rapport au climat, de pouvoir préserver le patrimoine qu'on a déjà et de pouvoir lui faire succéder un patrimoine sur le long terme. Et puis au niveau des planifications, comment intégrer des éléments naturels et paysagers dans les plans directeurs communaux et aussi intercommunaux, et pas que ce soit de simples ajouts, mais vraiment qu'on puisse construire en incluant ces éléments-là, aussi au niveau des règlements des constructions, mais aussi des règlements liés à l'arborisation pour protéger le patrimoine arboré. Et enfin, toutes les mesures qui consistent à sensibiliser et à inciter aussi les personnes chez elles dans l'espace privé, parce qu'un grand nombre des espaces disponibles se trouvent quand même sur l'espace privé. Donc, comment inciter
à promouvoir la biodiversité dans ces espaces-là, et puis sensibiliser. Donc ça peut se faire par des chartes, par des guides d'aménagement. J'ai l'exemple là en tête de Nyon ou de Sion qui ont fait des guides d'aménagement que je trouve très pertinents. Et puis voilà, une charte que Sophia Renon a mis aussi sur place, voilà, pour l'aide à des aménagements plus favorables à la nature en ville. Et puis finalement, pas oublier que il y a beaucoup d'acteurs institutionnels, mais il y a aussi des projets qui peuvent émerger de la société civile, et je pense que c'est ces projets-là qui peuvent aussi faire bouger les choses. Voilà, j'en ai terminé. Avec la dernière image. Voilà. Merci Elodie Cachelin, merci Séverine Eveco pour ce tour d'horizon des acteurs et des actions possibles. On va ouvrir maintenant la discussion autour de ces thématiques, de ces questionnements. Vous trouverez dans l'onglet sondage quelques questions qui vous sont pré-écrites et auxquelles vous pouvez participer. Il y a la première sur y a-t-il un espace vert à proximité de chez vous et à quel but utilisez-vous cet espace? Et puis il y a aussi une question si vous êtes favorable ou non au développement de nouveaux espaces verts en réduisant les espaces goudronnés. Donc le point est lancé. Là, je pense, on en avait déjà parlé dans le sujet sur la mobilité. Il y a une concurrence entre les espaces verts et les espaces artificialisés. Et dans votre présentation, on a vu plein d'exemples, plein de projets, plein de propositions pour verdir la ville. On a des tas d'images qui sont très stimulantes et très vertes. On a des documents qui indiquent de manière très précise quelles sont les procédures à faire pour rajouter du vert dans la ville, mais on constate en voyant les statistiques fédérales que l'artificialisation des sols continue à progresser et que voilà, on continue en développant la ville à imperméabiliser, à artificialiser, à détruire des surfaces vertes ou fertiles. Alors, est-ce que ce combat est perdu? Comment basculer? Comment inverser la tendance aujourd'hui? Et est-ce que les mesures qui sont posées là permettent d'y arriver? Alors, voilà, c'est une question qui concerne, disons, tout le territoire helvétique, mais aussi la commune de Renan. Est-ce que il y a moyen véritablement d'inverser la tendance sur cette artificialisation des sols? Est-ce que Madame Surcher, peut-être, vous voudriez intervenir? Alors, vous venez tout de suite à la tribune, je vous laisse la place. Madame Surcher, responsable de l'urbanisme ici à Renan. Voilà, effectivement, je crois qu'on a des tas de petits bouts de terrain, des petits bouts de ville qu'on peut reconquérir pour y remettre de la biodiversité. Effectivement, si vous pensez par exemple aux pelouses qui entourent souvent les bâtiments, les grands bâtiments, c'est des belles pelouses que les concierges s'appliquent à tondre le samedi matin à grand bruit quand vous dormez encore. Eh bien, ça, par exemple, ce sont des mètres carrés qu'on pourrait tout à fait revégétaliser de façon un peu plus intéressante en proposant, par exemple, des potagers urbains pour les habitants, si les habitants de cet immeuble sont intéressés à le faire, en y plantant des arbres fruitiers, en mettant des haies qui seront plus intéressantes que la laurel ou ce genre de choses un peu stériles. Donc là, ça fait déjà pas mal de choses, pas mal de terrain en ville. Après, je pense aussi aux cours des écoles qui sont aussi toujours des espaces bien bétonnés. Eh bien là aussi, on se rend compte, mais avec la volonté maintenant des écoles, qu'on peut y faire plein d'autres choses. On est déjà en train de dégrapper à Renan des cours d'école pour y mettre des potagers urbains.
Une école nous a demandé d'y mettre une zone humide pour accueillir aussi les libellules et autres insectes à observer. Donc voilà, et d'autres écoles aimeraient accueillir des abeilles. Enfin, je crois qu'il y a toutes sortes de choses à faire autour des écoles aussi. Maintenant, on a aussi on parlait de subventions. Est-ce qu'on pourrait aider finalement les gens à bien faire en ville en accordant des subventions? Alors, on a un fonds du développement durable qui jusqu'à maintenant accordait surtout des subventions pour tout ce qui était énergétique. Et on s'est aperçu en fait qu'on n'avait pas beaucoup de mesures qui concernaient la biodiversité dans ce fonds. Et on va introduire maintenant nouvellement une série de mesures qui permettront de soutenir les gens qui ont envie de faire plus de biodiversité chez eux, sur leur terrain. Voilà. Après, on parlait de charte des jardins. Eh bien, c'est vrai que cette année, en fait, on a repris, nous, le règlement des jardins familiaux. On est repassé à travers et puis on y a ajouté un certain nombre de mesures pour que les jardiniers à qui on prête, on met à disposition un petit bout de jardin pour qu'ils fassent les choses le mieux possible en question de biodiversité, qu'ils n'utilisent évidemment pas certains produits, mais qu'ils aillent plus loin que ça. Et pour les accompagner, on va leur proposer un cours chaque année qui pourront suivre, où on leur apprendra un certain nombre de mesures, permaculture et autres, qui permettront non seulement d'améliorer la qualité de leur jardin sur le plan de la biodiversité, mais aussi même d'accroître leur production, parce qu'avec la permaculture et ce genre de méthode, on se rend compte que non seulement on fait mieux, mais on fait plus et de la meilleure qualité. Voilà. Donc, je pense qu'on a un certain nombre de choses à faire en ville, effectivement. Puis, il y a plein de petits bouts de mètres carrés par-ci, par-là, qui ont l'air de rien, que tout le monde oublie, qui servent pas à grand-chose, et puis qu'on peut recoloniser en ville. Voilà, on s'y attelle. Merci. Merci Patricia Surcher. J'aimerais, alors vous l'avez dit, on voit tout ce qui est possible pour intensifier ou pour enrichir les espaces verts existants. Mais j'aimerais rester quand même encore un moment sur cet aspect d'augmenter la surface de la ville destinée aux espaces verts, de créer de nouvelles trames vertes. On a vu au début de cette semaine l'initiative de la commune de Prilly qui crée une voie verte sur un axe, sur plus de 2 hectares de surface et qui va véritablement aménager une continuité territoriale sur un environnement aujourd'hui très construit. Quelles sont les pistes à ce niveau-là, s'il y en a, à Renan pour créer ces pénétrantes vertes dans le territoire? Hilda Mestre, vous voulez répondre? Nous avons parlé en début de soirée justement du futur nouveau plan d'affectation communale et c'est bien ce projet qui va nous permettre de donner un nom à des espaces verts qui aujourd'hui ne sont encore pas protégés en ville. On peut penser, notamment dans les années 60, il y avait des plans d'alignement qui prévoyaient des routes à travers la ville, que ça soit du côté des Biondes, que ça soit à d'autres endroits, pas loin du Bugnon. Et l'idée, c'est vraiment qu'avec ce nouveau plan d'affectation, on puisse introduire dans notre planification des zones vertes, des zones pareilles, dès lors non constructibles. Et dans ce cadre, dans ces idées-là, il y a notamment ce qui s'est appelé le cordon vert de Verdeau, qui prévoit vraiment tout un cheminement qui va du collège de Verdeau en direction, en passant par le terrain de faute de Verdeau et qui continue en direction du temple jusqu'à la ferme du village. Typiquement, ça, c'est un des espaces qui aujourd'hui est constructible et qui demain, avec ce nouveau plan d'affectation, devrait pouvoir rester vert. Et on l'a dit, du côté de la piscine aussi, c'est aussi des espaces qui aujourd'hui accueillent une piscine, mais théoriquement sont constructibles.
avec le nouveau plan d'affectation, ne le serait plus. Donc, l'attention est vraiment dans des grands espaces d'introduire cette qualité d'espace vert, mais aussi au niveau plus petit, au niveau de la parcelle. Le futur plan d'affectation communale pourrait, et c'est une des questions qui est arrivée, est-ce qu'on pourrait contraindre un propriétaire à garder des espaces perméables dans son jardin? Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais avec le nouveau plan d'affectation, il est bien prévu de donner une attention à cette dimension-là et de pouvoir prévoir des espaces verts, perméables dans les jardins, mais aussi sur les toitures. C'est typiquement des dispositions qu'on peut introduire dans un plan d'affectation. Donc, si je comprends bien, il s'agirait d'introduire un coefficient de pleine terre pour des permis d'aménager et pour pouvoir, disons, augmenter la perméabilité du territoire. J'ai entendu parler dans différents autres pays de concepts de villes éponges, donc de villes qui absorberaient davantage l'eau pour la retenir. Est-ce que ces concepts sont aussi réfléchis à l'échelle helvétique, Madame Eveco, peut-être? Vous avez une piste par rapport à ça? Oui, alors volontiers, je vais bien répondre par rapport à ça. Donc effectivement, hein, la ville éponge est un concept qui est en fait de plus en plus abordé quand on parle d'aménagement d'espaces verts en ville. On parle aussi au niveau fédéral d'une stratégie sol qui permet en fait aujourd'hui de définir des orientations et dire que le sol, la pleine terre, est essentielle. Donc, je pense que cette ville éponge, elle passe d'abord par un sol qui est préservé. Alors, évidemment, quand on manie la ville, quand on la remodèle, on modèle aussi les sols. Donc, beaucoup de sols sont des sols maintenant rapportés, qui n'ont plus forcément la structure qu'ils pourraient avoir si ça avait été des sols laissés sur place, en place, parce que évidemment, c'est pas possible. Mais ça veut dire quand même qu'on doit avoir des sols qui permettent de garder l'eau, qui permettent aussi d'avoir suffisamment d'espace pour les racines d'un arbre. Et ça, c'est essentiel. Après, évidemment, on peut envisager que le sol soit simplement perméable pour qu'il puisse accueillir l'eau. Ça, c'est possible, mais c'est pas possible partout parce qu'il y a des fois des sols pollués en ville. Donc, c'est un élément important à prendre en compte. On peut pas le faire de manière uniforme partout. Il y a aussi simplement la configuration géologique de certains lieux de la ville qui peuvent poser certaines contraintes. Donc évidemment qu'il y a une analyse du sol à faire aussi. Donc je pense que dans les paramètres d'un plan d'affectation ou d'une planification, on pourrait envisager d'identifier les zones où les sols ont des capacités de rétention. Et puis on parlait tout à l'heure de mobilité et de parking. Évidemment, quand vous avez placé un joli parking en sous-sol, eh bien évidemment, vous n'avez plus de sol pour accueillir des arbres, vous n'avez plus de sol pour garder l'eau. Donc là, il y a un enjeu, évidemment, entre mobilité et nature en ville, parce que voilà, là, le but, c'est de maintenir ces sols. Donc voilà, et ville éponge veut aussi dire gestion des eaux à ciel ouvert. On peut gérer l'eau de ruissellement et maintenir l'eau en surface pour qu'elle puisse être utile pour la faune, la flore, pour les zones humides. Elles sont essentielles en ville. Et puis, je tiens à préciser qu'elles ne sont pas forcément vecteurs de moustiques tigres, puisque ce fameux moustique tigre dont on parle de plus en plus se reproduit dans des petites surfaces, des gobelets, des petites coupelles avec de l'eau très chaude. Donc, les zones humides en ville ne sont pas forcément des vecteurs de moustiques tigres. Voilà. Merci Madame Eveco. J'aimerais vous laisser la parole sur cette thématique de l'eau, parce que vous avez aussi évoqué en passant la problématique des îlots de chaleur. Le rôle de l'eau en ville peut être utilisé, semble-t-il, de manière très efficace pour contrer ces îlots de chaleur. Alors tout d'abord, en ville, on a souvent des cours d'eau, on a des ruisseaux, on a des nants. Et ça, c'est évidemment essentiel qu'ils aient un espace suffisant. D'abord, c'est la structure, c'est l'ossature souvent de l'eau en ville. Mais c'est vrai qu'on peut apporter dans les parcs publics des points d'eau, on peut aménager des étangs, on peut faire en sorte que
que l'eau soit plus présente en surface. Les eaux de ruissellement, on peut les stocker, pas forcément dans des bassins de rétention en sous-sol, hein, comme ça se fait la plupart du temps lors de construction, mais on peut la stocker à ciel ouvert. Après, je pense que dans le futur, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que cette eau, malgré tout, elle va se raréfier et que l'eau en surface va aussi devenir un réel enjeu. Où est-ce qu'on va mettre nos priorités dans le futur pour arroser? Est-ce qu'on va justement arriver à un arrosage de ces espaces verts? Est-ce qu'on aura réussi à définir des zones dans lesquelles on veut absolument avoir de l'eau et des zones qui seront peut-être plus séchardes, puisque notre paysage va réellement changer ces prochaines années? Et puis, comment la ville elle-même sera alimentée en eau? Donc là, on parle pas uniquement de l'aménagement urbain en ville, mais on parle aussi d'une vision plus globale de l'eau à l'échelle d'une agglomération, au niveau intercommunal, au niveau cantonal. Et là, la pluridisciplinarité des compétences et des politiques publiques doit vraiment se faire beaucoup plus forte au vu de ces changements climatiques qui arrivent. Quand on regarde les analyses qui ont été faites sur le territoire de Lausanne et de l'Ouest lausannois en fonction des biotopes, on se rend compte que une grande partie du territoire de la commune de Renan est un territoire à dominance très sèche, avec les surfaces imperméables évidemment, mais aussi les voies de chemin de fer, etc. Est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il est souhaitable déjà de diminuer ces espaces secs, et est-ce qu'il est possible de privilégier au contraire des zones plus humides? Alors, je réponds encore, hein, mais voilà. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment garder. Il faut regarder quelle a été l'histoire du territoire, l'histoire du paysage, pour comprendre quels sont les cortèges d'espèces qui vont être et les types d'aménagements qui vont être utiles à tel ou tel endroit. Donc, il faut regarder les cartes historiques, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme type d'espèces avant pour aujourd'hui aménager les aménagements idéaux. Et la flore rudérale, donc ces mauvaises herbes, on y trouve des perles au niveau de la biodiversité. Sur les toitures végétalisées extensives, on trouve aussi des perles, on trouve des espèces rares qu'on peut accueillir en ville. Et donc, tout ce cortège d'espèces séchardes trouve vraiment son habitat en ville. Et donc, il ne faut surtout pas les freiner. Il faut les accompagner, il faut qu'elles soient là. Il faut simplement qu'il y ait des milieux qui permettent autre chose que du gazon et autre chose que du bitume. Et c'est ça ce qu'on trouve le plus. Donc, il faut diversifier les habitats. Et puis, là où c'est pertinent, près des cours d'eau, dans des forêts alluviales, si on a. Alors, évidemment, c'est peut-être pas ce qu'on trouve le plus à Renan, je peux bien concevoir, mais c'est là qu'on peut aménager, qu'on peut réaménager des plans d'eau. Aménager des plans d'eau là où il n'y en avait pas initialement, c'est peine perdue. Est-ce que quelqu'un à la commune de Renan voudrait réagir par rapport à ces typologies ou à ces aménagements qu'on peut favoriser sur ce qui est fait en matière d'entretien, peut-être aussi déjà maintenant à Renan sur les espaces verts, des tamestres peut-être? Je pense qu'on a beaucoup à apprendre à ce niveau-là. On découvre. Je vous laisse la tribune. À ce niveau-là, je pense que nous vivons un changement de paradigme évident et nous avons beaucoup à apprendre. On a entendu des choses extrêmement intéressantes ce soir. La volonté est là. Sur les espaces qui sont en main communale, il y a maintenant une ouverture d'esprit, il y a eu une volonté d'augmenter la biodiversité. Je prends un exemple tout simple, très très simple. À la gare, nous allons planter un certain nombre d'arbres sur les places du côté nord et du côté sud de la gare. Il était prévu d'y planter exclusivement des tilleuls et une prise de conscience toute récente nous a invités à changer le regard sur les plantations à venir et d'y amener une mixité d'arbres,
divers arbres pour pouvoir justement favoriser cette biodiversité. Et pour le reste, beaucoup de choses à apprendre. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas très facile. Le terrain, le foncier à Renan est beaucoup en main privée. Donc, c'est assez difficile après d'intervenir chez le privé pour pouvoir lui faire changer sa pratique, que ça soit dans son jardin ou dans les espaces qui sont dans des grands immeubles, près des grands immeubles. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de possibilités et de potentiel à faire changer les choses, que ça soit avec les incitations cantonales ou fédérales ou avec un apprentissage qu'on va faire de façon de plus en plus ciblée. Tinetta Mestre, restez à côté de moi. Je voulais profiter de votre présence pour vous faire réagir par rapport à une question qui intéresse beaucoup nos spectateurs, qui est un peu annexe, mais quand même très liée. C'est la question de l'éclairage public. Ça a été mentionné lors de l'exposé. C'est pas seulement une mesure qui peut avoir un impact en matière d'économie d'électricité, mais aussi en matière de protection et de préservation de la faune. Alors, est-ce qu'à Renan, il y a aussi des mesures ou des pistes pour diminuer l'éclairage nocturne à ce titre-là? Volontiers, en modernisant l'éclairage public, on se donne effectivement la possibilité soit d'abaisser l'éclairage, soit peut-être dans un futur à même l'éteindre. Cet été, de façon volontariste, en fait, il y a eu la tentative d'éteindre une nuit dans le cadre de l'action Perséide qui visait à pouvoir voir les étoiles le temps d'une soirée. Malheureusement, il a fait mauvais temps. C'est un des seuls soirs de cet été où il y a eu beaucoup de nuages et on n'a pas pu vivre la vision des étoiles. Par contre, la population a pu tenter, a pu apprécier comment c'était d'éteindre la nuit et nous avons reçu des retours plutôt positifs. Maintenant, techniquement, c'est pas chose très aisée. Il a fallu monter tout un dispositif pour pouvoir éteindre. Il a fallu se mettre à 4 communes. Il y a 4 communes qui sont regroupées dans pour gérer leur éclairage public au sein des CIE et on voit qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là et notamment, à part ça, il y a du travail à faire en commun, mais il y a aussi des normes de sécurité, malheureusement. Le test d'un soir a été relativement facile à faire. Par contre, si on voulait le généraliser, il faudrait passer par-dessus d'autres contraintes qui disent qu'il faut éclairer les routes, les passages piétons. Et là, il y a un vrai débat à avoir. Mais en tous les cas, d'abaisser l'éclairage public, c'est un travail qui est en cours. Je saute du coq à l'âne, mais puisque vous êtes là, Tinetta Mestre, vous pouvez peut-être répondre à cette question des spectateurs. Quand on va pouvoir démarrer le nouveau plan d'affectation et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Oui, excellente question. L'étude du nouveau plan d'affectation est en cours. Elle a débuté avec l'octroi du crédit d'études du conseil communal ce printemps. Ce printemps, le crédit a été octroyé, ou peut-être en fin d'année passée. Avec Covid, ça a été un petit peu difficile de démarrer, mais nous sommes en plein dedans. Et que ça soit le Festival des Corbettes qui a eu lieu en octobre ou des soirées comme celle-là, nous permettent d'alimenter avec une série d'idées et de suggestions, d'alimenter la vision que nous souhaitons défendre pour le Renan de demain. Ce sont exactement ce genre de soirées qui vont nous permettre d'avancer. Donc, l'étude a débuté. L'avant-projet devrait pouvoir être déposé l'année prochaine. Et dans l'intervalle, on vit l'interrègne entre le plan d'extension de 1947 et la vision telle que nous la souhaitons demain. Il s'agit manifestement plus d'un plan d'extension. Mais Monsieur Clément, je crois que vous vouliez compléter les propos de votre collègue. Pardon, non, je voulais réagir à une question qui nous était posée, c'était de pourquoi ne pas ouvrir la piscine de Renan hors saison comme un parc public. Dire qu'effectivement, on a parlé de cet élément-là, il y a beaucoup de cloisonnement en ville, j'ai tracté ce week-end certains quartiers que j'ai découvert aussi, il y a beaucoup de petites barrières, de jardins, de propriétés engazonnées avec un nombre d'obstacles terribles entre les maisons,
qui fait que ces espaces sont parfois mal gérés, génèrent un entretien qui est, à mes yeux, exorbitant, puisque c'est du gazon, il faut l'entretenir, il faut couper, il faut tailler, il faut traiter, d'après ce que pensent certains. Et si on était capable, dans une ville, de partager des espaces, on aurait aussi un capital commun d'espace public bien plus grand, ça a été dit aussi. Et on essaye, nous, dans nos représentations, c'est de mutualiser nos espaces. On va le faire pour le terrain d'activité, de verre d'eau, ce couloir vert. Mais typiquement, pour la piscine de Roland, la piscine d'extérieur, nous avons une vraie réflexion pour que cette piscine, dans un environnement qui se densifie, on accueille toujours plus de monde, ne soit pas uniquement utilisée de mars, allez, j'exagère, à septembre, voilà. Idéalement, elle devrait aussi pouvoir être utilisée quand il pleut, parce que se baigner quand il pleut, c'est pas incongru. Et puis, l'idée, c'était de se dire que on avait deux réflexions. C'était de l'ouvrir plus tôt le matin, déjà, pour qu'elle soit mieux exploitée, et d'en faire autre chose sur les périodes où elle est fermée. Donc, il y a des réflexions qui sont en place, toujours cette volonté de mutualiser nos espaces, de partager les richesses communes que sont les espaces publics et des privés qui veulent bien nous rejoindre pour qu'on utilise au mieux l'espace et qu'on redonne du volume, du lien, de la nature à la ville de Royan. Cette question de l'utilisation des espaces verts privés, j'avais noté lors de la soirée du 9 novembre des pistes qui pouvaient être intéressantes, qui avaient été notées dans la discussion. Il y avait notamment la plateforme Cultive-toi qui propose des volontaires prêts à récolter et entretenir des jardins de personnes qui ne pourraient plus le faire ou qui ne gèrent pas la production naturelle de ces jardins. Donc, il y a déjà des outils, des moyens de fédérer ces initiatives-là pour que les espaces soient mieux exploités pour des productions vivrières, par exemple. Et puis, il y avait aussi l'allusion à l'association Terrasses sans frontières, qui, elle, vise à aussi mutualiser les terrasses et à créer des jardins suspendus et également partagés. Il semblerait que tout près de Renan, donc sur le nouveau site de Oasis, sur la commune de Crissier, des jardins suspendus sont en préparation. Donc là, je pense qu'il y a plein de pistes à développer. Madame Surcher, vous vouliez réagir? Voilà. Effectivement, si je peux compléter, il y a dans les questions aussi quelqu'un qui parle du permis de végétaliser. C'est quelque chose qu'on envisage aussi, c'est-à-dire on donnerait l'accès aux habitants à certains petits bouts de ville comme ça qui ne sont pas végétalisés pour l'instant. On leur donnerait l'autorisation de le faire, en fait, de s'occuper de ce petit bout en nous soumettant un projet, une idée pour cet endroit-là. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement et puis qu'on va mettre en route sans doute l'année prochaine. Donc, il s'adressera à tous les habitants de Renan. Extra. J'aimerais quand même aussi aborder un autre point qui est mentionné par le public, mais qui a été déjà évoqué par nos orateurs, c'est la question des écoles. Comment impliquer les écoles dans ces projets? Est-ce qu'il y a des labels à destination des écoles pour les activités nature? Est-ce qu'il y a un programme déjà qui est en vigueur ici à Renan? Voilà. Alors à Renan, on n'a pas de label effectivement qui s'adresse directement aux écoles. Par contre, on collabore déjà très étroitement en fait avec les écoles qui viennent nous chercher. J'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de label en fait pour qu'ils viennent nous proposer des idées et des envies. Ils viennent nous chercher, les liens sont faits maintenant, on collabore étroitement et puis on va les aider tant sur le plan logistique que sur le plan financier s'il faut un petit coup de pouce. Donc, en fait, c'est quelque chose qui marche déjà. On leur apporte aussi notre expertise. Et voilà, je ne sais pas, en fait, si ce serait vraiment utile d'ajouter un label à ce que la ville de Renan a déjà. Je crois que le travail sur le terrain est déjà pas mal. Je pourrais offrir la parole à Cédric Pelletier,
responsable des espaces verts, qui a une expérience toute fraîche à raconter à ce sujet. Oui, alors je profite de ma parole, merci. Donc, c'est le Pelletier, responsable des espaces verts à la ville de Renan. On a plusieurs, c'est comme disait Mme Turcher. Voilà, je recommence. Je n'avais pas ouvert mon micro, excusez-moi. Donc, je complète ce que Mme Durcher a dit tout à l'heure. Effectivement, on a plusieurs projets où c'est les écoles qui viennent nous chercher et qui nous demandent pour réaliser des choses. Donc, on a un projet qui est en cours actuellement avec l'école du 24 janvier où on a enlevé l'enrobé sur toute une surface de cours et puis là, il y avait cette demande pour créer un jardin en permaculture. Donc, il y a tout un projet qui s'est mis en route avec ça, avec les enseignants, avec les classes, où il y avait des délégués de classe, avec les habitants du quartier. Donc ça, c'est un projet qui fonctionne et qui va se réaliser tout soudain. Et puis on a un autre projet, enfin même deux projets, où on a des enseignants de sciences naturelles qui nous ont pris contact avec nous, qui viennent du Collège du Léman. Et puis, on a aussi un autre professeur qui a pris contact avec nous pour un autre projet aussi au Collège du Léman où il voulait d'une part réaliser une zone humide et puis d'autre part créer un rucher urbain. Et puis, donc, ils se sont approchés, on a travaillé avec eux, on a fait plusieurs séances. Et pour le projet de rucher urbain, donc j'ai participé, j'ai été dans la classe, on a expliqué le projet, expliqué comment est-ce qu'on allait s'y prendre. On est aussi accompagné par Madame Todd, qui est apicultrice, qui j'ai vu était aussi à nous écouter ce soir. Et puis, il y a eu plusieurs présentations dans la classe. Finalement, il y a eu un choix qui a été proposé aux élèves. Les élèves ont fait un choix d'arbustes indigènes et mellifères pour les ruches qui vont être mises à proximité. Et puis, pas plus tard que mardi, il y a un début de plantation qui a été fait avec cette classe. Donc, ils étaient 5 élèves, accompagnés d'une enseignante. Et puis, on avait amené les arbustes que les élèves avaient choisis. Et puis, on a préparé le terrain et les élèves ont pu planter. Et je pense que c'était génial pour eux. C'était une belle expérience parce que, je crois les 5 n'avaient jamais pris une pelle dans leurs mains, n'avaient jamais planté un arbuste. Et ce que je trouve assez génial dans ces projets, c'est que finalement, les élèves, et ils l'ont dit, quand ils repasseront à côté, ils diront c'est moi qui ai planté cet arbuste. Et l'arbuste, ils le verront tous les jours, même pendant les années futures. Et voilà, alors ça, c'était le premier projet qui a été fait. Et la semaine prochaine, on continue le projet de plantation avec d'autres élèves de la même classe pour planter des arbres fruitiers haute tige. Donc là aussi, je rejoins ce que Mme Cachelin disait, on va chercher des vieilles variétés pour remettre des variétés régionales à la commune, qui sont des variétés beaucoup plus résistantes, qui poussent mieux, qu'on ne doit pas traiter, qui sont résistantes aux maladies. Et puis, la suite du projet, ça sera au printemps, la mise en place des ruches. Donc, il y a 3 ruches qui ont été commandées. Ensuite, les élèves iront chercher les nuclés, les mettront dans les ruches. Et c'est tout un projet didactique qui finalement est très sympa à suivre. Et des projets comme ça, on en a plusieurs qui sont actuellement sur la planche. Alors voilà. Merci. Puisque vous êtes en ligne là, Monsieur Pelletier, est-ce que vous pourriez répondre à cette question du public sur l'intensification de la communication sur l'aménagement des espaces publics pour mieux faire comprendre les entretiens différenciés que vous effectuez? Alors, la ville de Renan a obtenu un magnifique outil cet été qui s'appelle le label Ville Verte. Donc, Renan est la 3e ville de Suisse romande à obtenir ce label. Et il prend en considération l'entretien d'une ville, la mise en avant de la biodiversité. Et je dirais c'est un outil qui aujourd'hui a fait un arrêt sur image qui finalement montre que dans la ligne dans laquelle on s'est engagé est une bonne ligne, que finalement ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est bien, mais on peut faire mieux. Et je dirais c'est un magnifique outil qui nous donne une ligne directrice. Donc ça,
aujourd'hui, on fait des choses, on les fait apparemment bien d'après ce qui est ressorti de ce label Ville Verte, mais c'est finalement un outil qui va nous permettre de nous améliorer aussi au niveau de l'entretien de la ville, du respect des espaces verts et d'augmenter encore la biodiversité et de travailler dans cette ligne-là. Je rejoins aussi ce que Mme Eveco disait tout à l'heure. On entretient la ville du mieux qu'on peut par rapport au climat qu'on a, par rapport au type de sol qu'on a, et on pratique évidemment l'entretien différencié où il y a des zones qui sont peut-être tondues plus fréquemment parce que c'est des zones qui sont très utilisées. Et puis quand on a des zones qui sont moins utilisées, finalement à quoi sert de les tondre? Donc on les laisse partir en prairie. C'est des zones qu'on fauche 2 fois par année. Et c'est des endroits qui sont très, très riches pour la biodiversité, pour la faune, pour la flore. On complète souvent avec des plantations de haies indigènes, on complète avec des plantations de vergers haute tige. Et tout ça est mis en compte dans ce label où ça fait des années qu'on n'utilise plus de produits de traitement, on n'utilise plus d'herbicides. Donc on travaille vraiment en faveur de la biodiversité et puis on a beaucoup à faire. Le climat change. On va être confronté ces prochaines années à des je veux pas dire des problèmes, mais à des comment est-ce qu'on pourrait dire, à des contraintes qui chaque fois nous font poser des questions, les bonnes questions, et puis on y va au mieux de notre conscience. Et voilà, donc voilà. Merci. On arrive progressivement à la fin de cet espace de débat. Moi, j'aimerais redonner la parole brièvement peut-être à nos expertes de ce soir. Vous avez entendu plusieurs interventions sur les projets, les intentions de la commune. Comment est-ce que, de votre point de vue de la Confédération du canton, rapidement, vous pouvez, disons, juger ces actions et ces initiatives? Madame Cachin. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc oui, moi j'ai été très intéressée de pouvoir écouter et réaliser tout ce qui se fait à l'échelle de la commune. Et puis voilà, le dernier mot que moi j'aimerais souhaiter transmettre, c'est que voilà, il existe des espaces, même en ville, de haute qualité pour la biodiversité, donc c'est important de les préserver aussi dans les plans d'affectation, de pouvoir les mettre en avant que c'est des espaces qui sont importants. Et puis aussi au niveau de la connectivité, on a peut-être moins parlé des connexions, mais c'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup d'espaces qui sont séparés, et puis il y a aussi un réel travail à faire sur la possibilité de connecter tous ces micro-milieux et ces micro-biotopes, disons, pour fournir un intérêt encore plus grand de biodiversité en ville. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. On veut moins de voitures en ville, mais des autoroutes naturelles. Voilà, ça pourrait être un bon message. Madame Eveco, peut-être un complément? Oui, merci. J'aimerais rebondir sur ce qu'Élodie vient de dire en disant qu'effectivement, le niveau du plan d'affectation, c'est une super opportunité pour interroger où sont les réseaux dans l'espace urbain, quelles sont les surfaces qui ont vraiment les hotspots de biodiversité. Peut-être qu'il y a des parcelles qui sont justement très intéressantes. Ça peut passer aussi par un certain nombre d'inventaires au moment d'établir le plan d'affectation, d'identifier ces trames vertes, mais pas uniquement, de regarder aussi là où sont les espaces de loisirs, de délassement, là où il y aura des pressions plus fortes, et puis de mettre tout ça en musique, j'ai envie de dire, avec les projets qui sont déjà en cours au niveau de l'agglomération. Il y a un volet après du plan d'affectation qu'on doit aussi aborder, c'est la question des réglementaires. Il y a plusieurs questions qui sont venues au niveau réglementaire ce soir. Est-ce qu'on peut obliger à faire des toitures végétalisées? Est-ce qu'on peut
proposer un pourcentage d'espace vert lors des permis de construire? Est-ce qu'on peut exiger par exemple des espèces locales au moment de replanter des essences dans son jardin ou dans ses extérieurs? Est-ce qu'on doit gérer les eaux à ciel ouvert? Moi, j'estime que maintenant, c'est vraiment le moment pour apporter ces réglementations, parce qu'elles sont pas seulement réglementées, c'est pas seulement contraignant, elles seront aussi accompagnées par un volet incitatif. Et là, je crois que ce soir, la ville de Renan s'est clairement engagée dans cette option. Et donc, le volet incitatif va permettre de pouvoir travailler avec des acteurs qui sont propriétaires de terrain, sur lesquels la commune n'a pas de prise, puisqu'elle n'est pas propriétaire de ces terrains, où ce n'est pas l'espace public. Donc vraiment, les incitations, alors c'est un super levier. Et puis, vraiment faire place à la participation. Félicitations pour la démarche qui est entreprise ce soir, parce que les habitants ont leur mot à dire, ils connaissent leur ville, et puis qu'ils se mettent aussi en action pour apporter des solutions. Voilà le mot de la fin pour moi. Merci. Merci, Madame Eveco. Donc, on arrive au terme de ce débat sur la nature en ville. Je souhaiterais partager avec vous une espèce de synthèse par rapport à ça que j'ai essayé d'esquisser sous forme d'un petit dessin que vous allez voir tout de suite apparaître derrière moi. Avec les éléments forts qui ont été évoqués ce soir, c'est-à-dire la gestion de l'eau, la plus économe possible, la nature à domicile et la désimperméabilisation, mais également les couloirs biologiques avec le développement des allées arborées profitable pour l'ombre, le développement des espaces verts publics, la protection de la faune, et aussi, en lien avec la protection de la faune, peut-être une incitation à ralentir. Je vous propose aussi de vous replonger dans l'onglet sondage, où nous avons mis en ligne une autre question qui résume un peu les propositions qui ont été faites par la commune et auxquelles vous pouvez montrer vos choix. Donc, il y avait 3 actions à prioriser pour vous, pour favoriser la nature en ville: augmenter le nombre de jardins potagers, augmenter le nombre de toitures, augmenter le nombre de points d'eau, augmenter le nombre d'arbres, le nombre de parcs publics, réduire les surfaces, renaturer les ruisseaux, améliorer la sauvegarde des grands arbres, favoriser la création d'espèces végétalisées pour la biodiversité et augmenter les amendes pour les déchets jetés dans les espaces publics. Différentes mesures sur lesquelles vous pouvez vous prononcer. Et puis, je vais sans transition arriver à la conclusion de cette soirée. Vous avez vu aujourd'hui les questions de nature en ville à l'instant et de mobilité. Nous avions parlé il y a le 9 novembre sur l'habitat de demain. Je vous remets l'image de synthèse qu'on avait projetée à l'époque. Et puis aussi la question de la consommation et de l'alimentation. Nous avons essayé de résumer un peu toutes ces mesures en reprenant les logos de Demain Renan et d'essayer d'en constituer un fil rouge, un fil conducteur, en associant ces mesures et ces thématiques. Et je vous suggérais aussi dans les sondages, pour clore un peu cette soirée, une question très ouverte. Quelles seraient les valeurs qui vous paraîtraient les plus adaptées pour illustrer le demain de Renan? Et vous en avez toute une série à choix que je vous ai illustré sur ce dessin et aussi dans l'outil sondage. Mais avant de conclure complètement cette soirée, j'aimerais redonner la parole à Laurent Guidetti qui a suivi toute la démarche comme un témoin éclairé sur ces questions. Comment est-ce que vous nouez la gerbe, entre guillemets, de votre regard d'architecte sur ces questions qui ont été abordées depuis le mois d'octobre?
Alors, Laurent Guidetti va apparaître. Je suis là. Ça marche? On m'entend. Alors, je vais essayer de faire l'impossible, vu que c'est jamais facile de faire une synthèse de 3 soirées de 3h30 chacune. Ce que je retiens, c'est que ce que nous avons vu le 6 octobre, d'abord, moi j'ai trouvé super, parce que ça a permis vraiment d'aller exactement dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord faire un bon état de la situation, et puis comprendre que tout est une question de mesure dans le sens d'échelle des mesures qu'il faut prendre, et puis de mesure, c'est-à-dire d'action. Et puis, ça nous a permis de prendre conscience, me semble-t-il, en tout cas moi j'ai longuement insisté, lourdement insisté sur cette question, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts qui sont à l'échelle du problème. J'ai mentionné, je crois, tous les jours, la réduction par 23 de nos émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas uniquement sur les gaz à effet de serre. On l'a revu aujourd'hui avec les questions de biodiversité qu'il faut agir. On a vu donc qu'il fallait être à la mesure des enjeux qui sont aujourd'hui auxquels on est confronté pour que les actions et les mesures qu'on va devoir prendre seront réellement utiles et percutantes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à retenir quand on se lance dans la réalisation de 2 outils simultanément, la révision du PACOM et le nouveau plan climat qui va contenir un certain nombre de mesures. J'ai aussi essayé de chercher ce qui reliait les 4 thématiques qu'on a traitées, et finalement on a beaucoup parlé de consommation de mobilité, de consommation d'espace extérieur, de consommation de mètres carrés de logement, etc. Finalement, le thème de la consommation est un thème un peu englobant de l'ensemble, et qu'il est, on a pu le constater, à l'image de notre société. L'habitat est technophile, ultra connecté, on consomme beaucoup de mètres carrés, rempli de tuyaux, et puis peut-être qu'il faut apprendre à déconnecter. La consommation, elle est produite à l'autre bout du monde, ensuite on la transporte, on la transforme, ensuite on la consomme, on la rejette, et en gros on transforme la nature en déchets, on est là entre les deux à finalement constater notre consommation de coûts courantes. En mobilité, on se rend compte qu'on a une consommation qui explose et puis qu'on ne se rend plus compte qu'elle explose, donc on considère que c'est tout à fait normal. Et on a dit aujourd'hui que la voiture, en particulier la mobilité en général, est en concurrence avec la nature en ville. Donc ça donne une vraie question fondamentale, c'est que s'il y a une concurrence, il y a une sorte de rapport de force, un peu une sorte de choix à faire, et que ces choix, ils sont extrêmement importants, parce que effectivement, ce n'est pas qu'une question de CO2, bien que des sols de qualité ils permettent la séquestration des CO2, c'est aussi une question de gestion de l'eau, de lumière, comme on l'a dit, de biodiversité qui s'extend. On est en train de vivre la 6e extinction de masse. C'est peut-être le temps qu'on agisse enfin et qu'on considère la nature en ville pas juste comme un petit truc de greenwashing, mais comme quelque chose de fondamental pour répondre aux enjeux de ce siècle. Et puis m'est venu à l'esprit le slogan des zadistes de près de Nantes qui disait « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Moi, j'aurais tendance à préciser peut-être le slogan, c'est « Nous ne sommes pas le vivant qui se défend, nous ne défendons pas le vivant, nous sommes le vivant qui se défend ». Parce que c'est là qu'il faut comprendre qu'on doit se reconnecter, en fait, au vivant. Autant il faut se déconnecter de nos habitats technophiles, autant il faut se reconnecter, et que ça renvoie à la question des imaginaires dont on a parlé. C'est quelque chose qui me semble fondamental. La somme de bonnes pratiques, la somme de mesures, tout ce qui va pouvoir se retrouver dans ces outils du PACOM et du plan climat, c'est effectivement très important, mais je pense que si on n'a pas compris que tout ça faisait un tout, et que tout ça était le même projet, le même imaginaire, eh bien, on allait finalement toujours réussir à adapter, dire non, mais finalement, on va faire que la moitié ou le quart ou le 10e, comme les mesures aujourd'hui qu'on est en train de prendre au niveau des chambres, au niveau du canton, au niveau des communes. C'est une problématique effectivement importante, mais qui n'est pas à la mesure de l'ampleur des dégâts apportés ces dernières décennies, mais surtout
à ce que le futur nous oblige actuellement. C'est pour ça que cette question d'imaginaire, moi j'y crois beaucoup et je me dis que la question de ces imaginaires doit être aussi intégrée en préambule, on va dire, à ces questions de plan climat et de PACOM, ces outils-là. Mais aussi, je suis extrêmement optimiste quand je vois les réactions des intervenants. Alors, c'est vraiment pas la formule idéale, c'est pas du tout celle dont on a rêvé quand on a monté cette série de soirées, c'est qu'on voulait être en contact pour justement sentir ces questions-là. Mais moi, en lisant les revendications, les questions qui sont posées par vous toutes et tous chez vous, je suis extrêmement optimiste en fait, parce que j'ai l'impression que là, il y a un pas qui est beaucoup plus important qu'on aurait pu l'imaginer et beaucoup plus proche de ce qui permettra d'adopter des outils qui seront effectivement utiles. Alors, ce que je rêve, c'est que non seulement vous mainteniez cet imaginaire commun et cette idée de projet commun qui englobe l'ensemble de ces problématiques de consommation, qu'en plus de ça, les outils reprennent l'ensemble de toutes les bonnes idées qui ont été exposées ce soir, puis qu'en plus de ça, quand ces outils existeront, eh bien que les Renanais et Renanaises se jettent dans le combat en les adoptant hyper rapidement, hyper facilement, c'est-à-dire qu'entre les bonnes mesures, le bon imaginaire, qu'ensuite ça se concrétise réellement par des actions au quotidien qui seront, j'en suis persuadé, facilité par le fait que c'est un projet collectif, c'est un projet global, et puis qu'on n'aura pas l'impression d'être tout seul à travailler dans son coin, puis qu'on aura vraiment l'impression de travailler comme tout le monde, comme une collectivité, et que c'est une façon peut-être de recollectiviser ou rendre commun ce projet-là, ce qui renvoie à une question qui a été abordée, je ne sais plus quand, je pense le 6, sur la question des biens communs, et que c'est aussi une façon de se reconnecter à la politique et à cet imaginaire commun, parce que la politique, à mon avis, c'est surtout ça. Hein, et ce qu'on est en train de faire, c'est éminemment politique. Ce que vous avez fait avec vos questions, vos remarques, c'est éminemment politique. On est avec des enjeux qui s'ouvrent à nous, qui sont extrêmement stimulants. Et quand je vois les interventions, je ne peux être que heureux et optimiste. Merci Laurent Gudetti pour nous avoir réaffirmé et ouvert cet horizon anthropologique désirable. Avant de vous inviter à vous déconnecter et à peut-être ouvrir la fenêtre et vivre du paysage nocturne qui est tout près de vous, je cède la parole quand même pour le mot d'adieu à Jean-François Clément pour clore cette soirée. Oui, merci. Merci de nous donner la parole maintenant. Cette démarche Demain Roland, nous la voulions. Nous avons des échanges nourris. Nous voulions une démarche participative. Les exposés ont démontré qu'il y avait beaucoup à faire et qu'il était incontournable maintenant d'aller plus loin. Le travail à faire est conséquent. Mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les actions entreprises vont très bon dans un sens qui est très positif. Laurent Gudetti l'a relevé. Il s'agit maintenant de renforcer ces mesures, d'innover et d'oser faire des pas majeurs pour que cette urgence climatique, nous y trouvions quelques premières solutions. Il s'agit pour nous aussi de continuer à vous associer, vous, convaincus, qui avez fait les 3 soirées avec nous, qui avez été participantes et participants. Il s'agit aussi pour nous d'aller chercher toutes celles et ceux qui le sont moins, qui pensent qu'on peut différer et que la marge est encore importante. Et c'est un travail que nous allons faire, bien sûr, au niveau de la ville. Moi, j'aimerais aussi, en cette 3e soirée de cette démarche, eh bien, vous remercier, vous, participantes, participants, vous, oratrices, orateurs, qui nous avez apporté des éléments extrêmement riches en début de nos soirées pour lancer nos discussions. J'aimerais remercier aussi les partenaires que sont bien sûr le canton, la Confédération et SIE et TVT qui nous ont permis de faire ces soirées en vidéoconférence. Et puis saluer aussi dire que nous, les politiques, on a été là à prendre la parole souvent, mais on s'appuie sur des équipes de terrain qui sont extrêmement compétentes, extrêmement motivées, extrêmement dynamiques. Et je crois qu'on peut être fiers aussi de ce que nos différents collaborateurs, collaboratrices dans les différents secteurs d'administration ont permis de faire au travers de ces démarches participatives. Voilà, un merci à toutes et tous et au nom de la ville de Ronan, vous
vous dire encore qu'on s'engage à faire des pas supplémentaires dans cette transition indispensable à faire au niveau énergétique pour sauver le climat et nos personnes demain. Merci pour votre attention et participation.